bonjour à toutes et à tous, et voici enfin pour nous le moment tant attendu pour Odysseus 3.1, et puis apparemment, je dirais pour vous aussi, puisque on est très heureux de voir qu'il y a du monde ce soir dans la salle, amis et partenaires, et puis également en ligne avec les citoyens de la ville de Lyon. On est très heureux de vous recevoir à la Maison de l'Environnement de Lyon. Alors, c'est pour la projection de notre premier documentaire. Je dis premier documentaire puisque nous sommes une jeune organisation. On a plein de rêves, plein de projets et qu'on a envie de réaliser tous ces rêves, tous ces projets et bien sûr avec à la clé des documentaires. Il y a quelques mois, on a réalisé une expédition au centre de la deuxième ville de France, une expédition en centre-ville. Parce que oui, c'est possible de mener des expéditions en centre-ville. Nous, on croit à Odysseus, on croit sincèrement que l'aventure débute là où on décide qu'elle doit débuter. Et ça peut être au pied de son immeuble. Il suffit d'appuyer sur le bouton ici, le bon bouton, et on devient un explorateur. L'été dernier, Lyon se réveillait de plusieurs mois de confinement. Et nous, on a décidé que c'était à ce moment-là qu'on devait effectuer notre exploration du lac et des berges du parc de la Tête d'Or. 2 jours et 1 nuit. Les objectifs étaient cartographier les fonds du lac, référencer les espèces subaquatiques et aquatiques, faune-flore, et puis déambuler avec un philosophe sur les rives. Je vais vous faire une confidence. On n'avait absolument pas prévu de faire un documentaire. Tout au mieux, on s'était dit, allez, avec notre stock d'images, on fera un clip comme on a l'habitude de le faire, 1 ou 2 minutes. Et puis au soir, au crépuscule de cette première journée d'exploration, il y avait du vent dans les arbres, on entendait les poissons qui sautaient dans l'eau et d'autres sur les berges. C'était magique. C'était vraiment magique. À l'aube, tout ce petit monde s'est réveillé et nous aussi. Et la magie était toujours là. Alors on s'est dit, mais la chance qu'on a, il faudrait qu'on essaye de la partager. Alors à notre manière, humblement, avec nos moyens. Et si on faisait un documentaire ? Alors, juste avant de lancer, je vais adresser des remerciements, il va arriver, à Nicolas Magalon, directeur des espaces verts de la ville de Lyon, car c'est lui qui a dit oui quand tous les autres disaient non. C'est lui qui a pris le risque de donner les clés de son parc, de notre parc, à une équipe plus passionnée que raisonnée. Merci à lui. On va remercier également Vincent Marant, qui est à côté de moi, qui est membre d'honneur d'Odysseus, qui est plongeur, qui est référent développement durable pour la Fédération française d'études et des sports sous-marins, qui est un nom dans la biologie subaquatique. Il a mené ses équipes de plongeurs et de plongeuses, il leur a transmis ses connaissances et il a tout fait pour qu'il et elles atteignent leurs objectifs. Merci Vincent. Je vais remercier également Nicolas Husson, adjoint au maire de Lyon, en charge de la biodiversité et de la nature en ville, pour ses encouragements bienveillants. Nous remercions également Dominique Fernandez, géomètre expert. Il a réalisé un travail remarquable avec son équipe ArcGéo. Et nous remercions Franck Lebrun, réalisateur, qui a mis son talent au service de notre passion commune, avec un vrai partage fraternel. Nous remercions également Anthony Forveille pour ces moments extraordinaires d'écriture à 4 mains, de vrais souvenirs qui en appellent tant d'autres. Et enfin, le dernier, Yves Pacalet, président d'honneur d'Odysseus, biographe du commandant Cousteau, 18 ans sur la Calypso. Il n'avait jamais vu le lac de la Tête d'Or comme il l'a vu il y a quelque temps. Et quand on lui a dit, Yves,
On va plonger au lac de la Tête d'Or. Tu es avec nous? Si vous le faites, j'en saurai. Voilà sa réponse. Il est philosophe, écrivain, et vous le verrez également dans ce documentaire. Ces 25 minutes de film que vous allez voir sont pour nous une véritable déclaration d'amour au lac de la Tête d'Or en particulier et à la nature en ville en général. Nous espérons toutes et tous à Odysseus que vous allez faire un chouette voyage, que cela va vous plaire. Et à l'issue de ces 25 minutes, vous pourrez échanger soit ici dans la salle, soit en même temps sur le chat avec les intervenants que je viens de citer, qui vont se faire un plaisir extraordinaire de répondre à toutes vos questions, même celles que vous n'avez pas envie de leur poser. C'est ça? Absolument. Bien dit. Donc, sans plus attendre, eh bien, nous vous souhaitons un bon voyage au lac de la Tête d'Or. Depuis quelques années, les scientifiques étudient l'impact de la nature en milieu urbain sur la santé humaine, aussi bien physique que mentale. Une étude américaine, basée sur un panel de 100 000 personnes, conclut à un taux de mortalité inférieur de 12% pour celles vivant à moins de 250 mètres d'un espace vert. D'après une autre étude britannique, réalisée sur un échantillon de 40 000 personnes qui ont un accès à un parc dans leur ville, il apparaît que celles-ci vieillissent en meilleure santé et ne contractent pas les mêmes maladies que celles qui en sont dépourvues. Enfin, depuis une quinzaine d'années, un trouble médical est apparu. Le syndrome du manque de nature. D'abord révélé chez l'enfant, il semble peu à peu progresser chez l'adulte. Il illustre à lui seul la nécessité de préserver le lien indéfectible entre l'homme et la nature. Une légende raconte qu'il y a fort longtemps, un fabuleux trésor fut enfoui quelque part, en un lieu marécageux près du Rhône. Opulent butin de pillards ou bien trésor de croisés, il y aurait parmi ces merveilleuses richesses une tête en or du Christ. Si le trésor n'a toujours pas été retrouvé, un lieu porte bel et bien son nom depuis des siècles, le parc de la Tête d'Or. Juin 2020. L'organisation Odysseus 3.1 décide de s'aventurer dans ce parc. Rien n'est laissé au hasard et le moindre espace est visité avec attention. De cette étude rigoureuse ressort l'éclatante réalité d'une nature bouillonnante, d'une biodiversité splendide aux reflets insoupçonnés. L'homme, cet apprenti sorcier qui défie les dieux depuis des millénaires, cherche encore et toujours à façonner le monde à son image. Né des méandres du Rhône, le lac de la Tête d'Or évoque le mythe de Narcisse, fils du dieu fleuve Céphise. Le devin Tirésias, à qui l'on demanda si l'enfant vivrait longtemps, répondit « Il vivra vieux s'il ne se connaît pas. » Tombé amoureux de son reflet dans l'eau, il meurt de désespoir et se transforme en fleur d'or. Que risquons-nous à nous pencher au-dessus des eaux du lac, si ce n'est à prendre le chemin de la connaissance de la nature humaine? Sans doute est-ce là le véritable trésor caché du parc de la Tête d'Or. L'homme, cet animal arrogant et souvent malhabile dans le jugement des autres espèces, fait parfois preuve de résilience et de bon sens. Scrute la nature, c'est là qu'est ton futur,
Cette citation, attribuée à Léonard de Vinci, nous interpelle forcément tant elle semble moderne. Impossible d'imaginer séparément l'humain de la nature. Profondément liés l'un à l'autre, cohabitation nécessaire, surtout pour celui qui a vu la moitié des espèces disparaître en seulement 2 siècles. Souvenons-nous de l'histoire. C'est en 1856, sous l'impulsion du préfet-maire de Lyon, Claude Marius Weiss, qui souhaitait offrir de la nature à ceux qui en étaient dépourvus, que la mission de réaliser le parc fut confiée aux frères Buller. Ce trio, résolument précurseur, engageait dès lors, au-delà d'une nouvelle identité dans le paysage urbain lyonnais, un vaste chantier qui fera éclore ce qui sera le poumon vert de la cité. C'est dans ce dédale urbain et en vase clos qu'un écosystème est né, a grandi et vit. C'est un besoin qui était apparu au XIXe siècle, Oui. avec les grands mouvements d'hygiénisme dans les villes, liés aux grandes transformations urbaines, et où à l'époque le préfet Weiss et d'autres, comme Haussmann par ailleurs, mais aussi ça s'est passé à New York, à Bruxelles, à Londres, où dans la même période, les villes se développaient et on a les gens, les habitants voulaient absolument retrouver de la nature. Donc il y a eu ce travail et cette préservation, cette création du parc grâce au préfet Weiss. Et aujourd'hui, on est dans une situation différente, mais on a une même attention, une même attente des habitants pour avoir plus de nature en ville, encore plus de présence. Donc forcément la ville, c'est pas quelque chose de tout simple à construire, c'est forcément un choix qui doit se faire et prendre de la place sur d'autres usages. Et donc on travaille nous tous les jours à faire en sorte de les développer encore plus. Et on fait aussi évoluer nos pratiques tous les jours. Et vous l'avez peut-être vu dernièrement, puisque suite au confinement, on a eu 2 mois sans intervention d'usagers, de visiteurs, et y compris aucune intervention de la main du jardinier. Et en fait, on a un peu changé nos pratiques de gestion. C'est un test, c'est quelque chose qu'on faisait un peu régulièrement depuis une quinzaine d'années sur Lyon. Et là, on a voulu donner un plus grand coup en laissant encore plus de nature présente. Et donc, on gère différemment nos espaces, ce qui a permis de conforter la biodiversité qui est présente. La qualité de la biodiversité dans la cité est avant tout liée à la place qu'on lui laisse. Dans un milieu urbain toujours plus dense et minéral, la place de la nature est indispensable. Nature et ville semblent s'opposer. Contradiction étonnante tant elles peuvent aussi être conjointes. Cette complicité fondée sur l'histoire et par la géographie, rives, marais et confluences, paraissent aujourd'hui altérées au détriment des uns et des autres, alors que leur relation solidaire apparaît comme la condition même de leur avenir. Les aménageurs du XIXe siècle l'avaient bien compris. Que ce soit sur le vieux continent ou de l'autre côté de l'Atlantique, les urbanistes pensaient la ville intégrée dans de vastes jardins publics et naturalistes. Comme des jumeaux séparés de milliers de kilomètres et qui éprouvent les mêmes besoins, le parc de la Tête d'Or a un frère du même âge, loin, plus loin, mais tellement semblable. Central Park à New York. Architectes, urbanistes et ingénieurs en sont les géniteurs. Situés en cœur de ville, ils disposent du même schéma directeur. Grandes allées boisées, lacs et jardins botaniques. Ces 2 frères jumeaux voient leurs actes de naissance signés la même année. Central Park and Parc de la Tête d'Or, they're almost sister parks. Their size may be variable, but we can compare them at their idea. Their ideas that were revolutionary. Because New York and Lyon are both historical cities, but they're also revolutionary cities. So actually, while it might not seem at first glance, these 2 parks have a lot in common. Their vision was to bring nature into the city. This is very important because at a time where populations were growing, sanitation was beginning to be a real issue, this little oasis, this piece of paradise that would be open for all was not only revolutionary, it was democratic. Notre démarche est double, voire triple. Nous allons simultanément observer, plonger et cartographier. Franchi les majestueuses grilles par la porte des Enfants du Rhône, le parc de la Tête d'Or s'ouvre sur la perspective de ce vaste lac de 17 hectares.
étendue lacustre au centre de l'agencement paysager. Composé d'îles, il semble sur ses berges être dominé par de bienveillants arbres centenaires, penchés sur ses eaux tels des patriarches protecteurs. Même si les temps modernes font craindre une éventuelle érosion, on sent déjà l'harmonie dans ce paysage aux allures de jardin d'Éden. Tout semble être à sa place. Le parc de la Tête d'Or est aujourd'hui le lieu de promenade préféré des Lyonnais en quête d'évasion urbaine. Poumon d'une ville de 2000 ans d'histoire et de près de 1,5 million d'habitants, il est un musée de la biodiversité à ciel ouvert. Ce sont environ 20 000 espèces différentes qui résistent à l'oppression de la ville. Il accueille près de 3 millions d'humains qui foulent ses allées chaque année. Mais comme le soulignait Claude Lévi-Strauss, le savant n'est pas l'homme qui fournit de vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. Les questions ont en effet l'avantage d'ouvrir un spectre, un champ des possibles. Interrogeons-nous alors sur le rôle de la biodiversité en milieu urbain pour mieux comprendre ces enjeux entre l'homme et la nature. Organisés en 3 groupes distincts, naturalistes, plongeurs et géomètres, l'aventure peut commencer. Après un dernier brief, nos combis enfilés, blocs sur le dos, nous nous mettons à l'eau. Sous la supervision de Vincent Marant, biologiste marin, nos plongeurs entament une prospection méticuleuse dans ces eaux inexplorées. Il nous appartient maintenant de sonder chaque recoin, chaque herbier pour évaluer la richesse biologique. Notre but est clairement de dresser un inventaire de la faune et de la flore. Nous menons notre perquisition avec précision. Dès les premiers coups de palme, nous sommes d'emblée accueillis par les silures, brochets et perches-soleil. Tapis dans les herbes, immobiles, nous découvrons un réservoir de vie. Écrevisses, alevins et poissons, témoins muets de cette scène, semblent vivre ici en parfaite symbiose. Chacun occupe sa place, imperturbable. Aquatiques, végétales, les espèces profitent et participent ensemble à leur équilibre. On est là au bord du lac de la Tête d'Or, toi et moi, et je suis tellement heureux de partager ce moment-là avec toi. Toi qui as tellement l'habitude d'observer, référencer tout ce qui se passe sous l'eau notamment. Est-ce que tu as trouvé matière à ce à quoi tu t'attendais? Alors, en ce qui concerne les observations qu'on a pu faire, on a essayé de s'y préparer du mieux possible. Et c'est au moment où on met la tête sous l'eau que vraiment on se rend compte de ce qu'on va rencontrer. Alors, les précipitations de ces derniers jours nous ont pas tellement aidés. Au niveau visibilité, c'était un peu moyen, mais ça n'empêche pas de voir, ça n'empêche pas de faire des prises de vue, même si ça les complique pas mal. Et les bonnes surprises, ça a été effectivement l'abondance de vie dans les milieux qui s'y prêtent. C'est sûr qu'au fond du lac, on savait que c'est pas à cet endroit-là qu'on trouvera le plus de vie. Mais dès qu'on approche des talus rocheux qui sont comme ici devant nous, dès qu'on approche comme là derrière des endroits où les branches viennent rejoindre la surface et même en dessous de la surface, là on sait qu'on va trouver du poisson et on n'a pas été déçus. Beaucoup de silures, brochets, carpes, perches. C'est l'époque de la reproduction des petites perches soleil et on les voit au-dessus de leur nid. Des écrevisses bien sûr. Alors on est dans un parc urbain et donc il y a aussi présence de la tortue de Floride qui a été libérée par des gens qui n'en voulaient plus chez eux. Les perches, je regarde le papier, on les préparé, brochés, je l'ai dit. Alors toujours cette anguille qui reste mystérieuse, c'est pas parce qu'on ne l'a pas vue qu'elle n'est pas présente. Mais donc il faudra qu'on revienne. Il faudra qu'on revienne, mais ce qui est surtout intéressant, c'est d'après les observations qui ont été faites par tous les plongeurs à différents endroits, on dispose vraiment de ce qu'on peut appeler un point zéro. C'est-à-dire que personne n'avait déjà pu mettre la tête sous l'eau, aller observer à tel ou tel endroit ces poissons. Nous, on peut dire, on a vu ces poissons à tel endroit. Et dans 5 ans, dans 10 ans, si on revient une nouvelle fois, ou pourquoi pas revenir à une autre saison, parce qu'il y a des éléments qui peuvent être variables d'une saison à l'autre, eh bien, on aura un point de départ pour comparer s'il y a une évolution dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment un point zéro.
c'est sûr qu'au départ, on est dans un milieu artificiel, hein, puisque ce lac a été créé de toutes pièces. Il y avait juste un bras mort du Rhône, et puis on a fait un lac. Mais tôt ou tard, un milieu artificiel finit par acquérir son autonomie. Et puis, bon, bien sûr, certains poissons ont été apportés par l'homme, hein, notamment les silures, très probablement. Mais les oiseaux, ces oiseaux qui possèdent des pattes palmées, lorsqu'ils décollent d'un plan d'eau, peuvent enfermer dans leurs pattes quelques algues ou quelques végétaux aquatiques sur lesquels sont collés des œufs. Et puis, de plan d'eau en plan d'eau, voilà, ils vont apporter de nouveaux éléments. Et ce milieu va acquérir son autonomie, sa spécificité. Et donc, ça vaut vraiment le coup de mettre la tête sous l'eau dans cet endroit, parce qu'on se dit, il y a quelque chose qui peut être un cocktail tout à fait unique. Et voilà, c'est ce qu'on a pu observer. À la surface, frontière liquide qui sépare deux mondes intimement liés, l'équipe de géomètres experts menée par Dominique Fernandez sonde les moindres reliefs du lac. Équipés de sondeurs multifaisceaux et de balises GPS, près de 1500 points sont relevés. Le dernier antécédent, très incomplet, date de 1971. La nouvelle cartographie du lac pourra servir de nouveau référent. Parce que c'est profondément inscrit dans l'ADN de l'organisation Odysseus 3.1, l'apport aux scientifiques de cet outil mis à jour prend tout son sens. Il appartiendra désormais aux prochains gardiens de ce trésor d'en assurer la pérennité. Nous, on a deux secteurs où on est descendu à peu près à 3,80. On a enregistré 3,80 à peu près au plus profond. On n'a jamais dépassé les 4 mètres en tout cas. Et c'était sur quel côté là? Alors c'était à proximité du tunnel, de part et d'autre du tunnel. On a les plus grandes profondeurs. Et pratiquement de partout après, on a quelque chose de relativement plat. C'est assez surprenant. On est aux environs de 2 mètres. Hein. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on est aux environs de 2 mètres presque de partout. Enfin, avec une certaine constante au niveau de l'envasement. C'est-à-dire qu'on a une couche qui est à peu près identique partout. Sauf sur cette partie-là, entre ici et l'embarcadère, où là, on est directement sur du dur. De l'autre côté, sur les berges, nous sommes conduits par notre président d'honneur, Yves Pacalet, écrivain, naturaliste et philosophe. L'errance jubilatoire entre massifs fleuris et bosquets d'arbres centenaires nous promet le don d'une nature généreuse. Le legs que nous offre cet océan de verdure est largement sublimé par le plaisir que nous avons à nous nourrir des paroles de notre savant guide. Son enthousiasme n'a d'égal que son amour immodéré pour la nature et le vivant. Mais attention, sa solide expérience lui a surtout appris à se méfier de l'Homo sapiens. Dans ce patrimoine naturel de plus de 8800 arbres, le bonheur est bien palpable lorsqu'il s'agit d'admirer des platanes de 40 mètres de haut, de s'extasier devant des séquoias géants et de s'enthousiasmer face au Ginkgo biloba, qui depuis 300 millions d'années contemple l'humanité que nous sommes, vouée à notre propre destruction si nous ne prenons pas conscience de notre attachement à la mère nature. La nature a quand même été extrêmement, pour ces arbres-là, sélectionnée par les jardiniers, parce que franchement c'est un ensemble de conifères qui appartiennent tous à des espèces différentes, qui ont des couleurs différentes. L'œil de l'homme, comme sa main, ont voulu constituer une sorte de haie de 30 mètres de hauteur. Ici, on a la démonstration que la cohabitation est possible et souhaitable. On est dans un parc au milieu d'une ville, entouré de bagnoles, d'immeubles, etc. Et on a des reflets magnifiques pour poètes japonais dans l'eau d'un lac. On s'aperçoit quand on se balade un petit peu aux alentours, on a des cyprès chauves qui ont été importés ici depuis la Floride, on a des tulipiers de Virginie, donc ça c'est en Amérique du Nord. On a cette variété de grands arbres magnifiques ici, plantés certains depuis un siècle, et qui ont pris racine à tous les sens du terme. Et en prenant racine, ils ont créé un nouvel environnement. Cet arbre-là, c'est probablement un de mes arbres favoris. C'est un Ginkgo biloba. Alors biloba, c'est parce qu'il y a 2 lobes à ses feuilles qui en automne prennent une couleur d'or, et on l'appelle aussi l'arbre aux écus. Alors le ginkgo, c'est un arbre assez extraordinaire parce que comme il a 300 millions d'années,
On se demande pourquoi, à l'heure actuelle, c'est un des arbres qui résiste le mieux aux pollutions atmosphériques humaines actuelles. Et pour moi, c'est un des personnages de la vie végétale. Depuis sa création en 1857, le parc de la Tête d'Or a fait fi des pires conditions et fort heureusement, la volonté de protéger cette enclave onirique est toujours aussi forte. Du haut de ses 163 ans, il trône fièrement et semble être posé sur la ville depuis toujours, immuable. On ne compte plus les générations qui s'y sont succédées et il nous témoigne aujourd'hui d'une excellente santé. Eau, air, faune, flore, hommes, de l'interaction de tous ces éléments dépendent le maintien de l'harmonie et de l'équilibre miraculeux de cette nature. Il est de notre devoir de préserver cette connexion. Veillant sur cette ordonnance et héritier heureux de ce bien précieux, protégeons-le pour que les enfants de nos enfants puissent à leur tour perpétuer le respect de ce joyau. Les poissons ou les écrevisses ont besoin de ce qui vient de la terre, et inversement, la terre a besoin de ce qui vient de l'eau. Et le milieu en équilibre, c'est ça, c'est un milieu qui est complexe, qui est fait d'espèces variées, mais qui finalement arrive à fonctionner tout ensemble, et tous ont besoin des autres. C'est ce que les hommes ne réussissent pas à comprendre parce qu'ils pensent, eux, qu'ils sont les seuls indispensables. Et simplement, la beauté des plantes, des animaux, des paysages est parfois telle que je me dis, c'est pas possible que la génération à laquelle j'appartiens massacre tout par égoïsme, par cupidité, pour faire un peu de fric, pour ouvrir une mine, pour faire un bâtiment. Ce sont des spectacles qui sont dans la tête des enfants, dans les rêves des enfants. Ils sont dans notre culture, ils sont indispensables à la nature, ça fait partie de la nature. Mais si on détruit cette nature-là, à ce moment-là, on détruit aussi une partie de notre culture et on détruit ce qu'il y a de plus beau dans la tête de nos enfants, c'est-à-dire leurs rêves, les légendes et la façon qu'ils ont de se projeter dans un milieu qui est à la fois de la nature et puis un milieu où il y a aussi des fées, des génies, des personnages de légende. Ça va ensemble et on ne peut pas entrer dans un monde 100% rationnel où tout est calibré et tout est estimé en valeur argent. Il y a des valeurs bien supérieures. Notre mission touche à sa fin. La porte des enfants du Rhône se referme derrière nous. Le regard que nous posions devant le mythe de la Tête d'Or n'est plus le même. Cette incroyable et fertile aventure a modifié notre point de vue. Au-delà du mythe, il nous a été possible de renforcer nos connaissances sur les bienfaits de la nature en ville. Comprendre le vivant. De s'interroger sur le fragile équilibre de l'action humaine face à la nature et à la place qu'on veut bien lui laisser. Derrière la figure mythique du trésor de la Tête d'Or, l'issue de notre expédition nous permet d'appréhender indéniablement les nouveaux enjeux de société face à notre mère nature et valide l'évidente nécessité de continuer à explorer pour la connaissance du vivant, toujours dans le sage but d'éduquer et de transmettre à nos générations futures. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car après ces 2 jours et 1 nuit d'exploration, nous allons écrire de nouvelles pages sur la nature en ville. Nos référencements d'espèces aquatiques et terrestres, ainsi que nos relevés bathymétriques sont désormais entre les mains des scientifiques. Odysseus a d'ailleurs obtenu les autorisations nécessaires pour continuer d'étudier leur évolution. Et puis, il nous appartiendra d'aller au-delà de l'Atlantique, à Manhattan, et d'explorer le Jackie Kennedy Réservoir pour réaliser une étude comparative. Au-delà du mythe, une réalité. Il est temps que la nature et l'humanité grandissent ensemble.
je sais que je répondrai sans doute à certaines de vos questions. Je n'ai pas prévu une intervention initiale. Je ne suis pas lyonnais d'origine. Je suis originaire du sud de la Belgique. Je suis né exactement à la frontière entre la France et la Belgique, donc double culture plutôt septentrionale. Et je suis devenu lyonnais il y a 6 ans. Et avec bonheur, vraiment, je suis tombé en amour, comme on dit au Québec, tombé en amour avec cette ville qui est accueillante, cette ville qui est riche d'un patrimoine bâti, hein, quand même, vous avez un magnifique, enfin nous avons, puisque je suis lyonnais maintenant, un magnifique patrimoine architectural, patrimoine culturel avec ses musées, et puis j'ai découvert aussi, j'en avais entendu parler, le patrimoine naturel avec le parc de la Tête d'Or. J'ai commencé par être un simple citoyen ayant plaisir à me promener le dimanche, ou parfois j'évite le dimanche tellement il y a du monde, mais s'il y a du monde, c'est que ça fait le bonheur des gens, et tant mieux. Donc, plaisir à me promener dans ce lac. Et alors, cela a été précisé tout à l'heure, je suis plutôt spécialisé en biologie marine, mais malgré tout, j'ai un intérêt par la vie subaquatique, partout où elle se trouve. Et donc, me promenant autour du lac, je m'étais dit, j'aimerais bien un jour aller voir par-dessous la surface. Même chose, hein, quand je passe au-dessus des ponts du Rhône ou de la Saône, aller voir par-dessous, c'est toujours pour moi pouvoir satisfaire une grande curiosité. Parce qu'après tout, je connais davantage certains fonds de Méditerranée, d'Atlantique, de Bretagne particulièrement, certains fonds de mer Rouge, et d'ailleurs où j'ai eu le bonheur de plonger, je connais mieux ces fonds-là que le fond du Rhône ou le fond du lac du parc de la Tête d'Or. Donc quand Lionel m'a proposé de participer à cette expédition citadine, j'ai dit oui tout de suite, et pour ne rien vous cacher, on s'était donné rendez-vous au bord du lac pour préparer cette expédition. Et alors qu'on se promenait tous les deux en parlant, parce qu'on est aussi bavards l'un que l'autre lorsqu'on s'y met, on a vu un magnifique silure à 2-3 mètres de nous. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, ça, c'est un bon présage. Je n'avais encore jamais photographié de silure. Et je m'étais dit, là, il y aura des choses à voir. Voilà. Et effectivement, comme j'ai eu le plaisir de le dire dans le film, eh bien, on a pu faire pas mal d'observations. Ça tombe très bien, Vincent, parce qu'on a la première question qui va concerner tes compétences. Donc, vous avez tous compris que Vincent, vous lui donnez une flaque d'eau, il plonge dedans, un gobelet, même une mousse de bière. Alors, concernant les différentes espèces de poissons, et plus particulièrement du silure, quelle quantité de gros sujets, plus de 2 mètres, avez-vous pu observer? La taille des plus gros sujets peut être intéressant pour avoir une idée de l'année à laquelle ils ont été introduits. Merci. À toi. J'aime pas les chiffres, mais néanmoins, quand on fait de la biologie, faut avoir quelques petites références. Alors, on n'a pas vu d'individus de l'ordre de 2 mètres. On a quand même vu les plus beaux individus étaient d'une taille légèrement inférieure à celle de cette table, donc ça faisait pas 2 mètres. Il faut savoir que le silure peut atteindre, il y a quelques chiffres que je retiens quand même, la taille de 3 mètres, pesait 500 kilos, donc c'est un poisson impressionnant, massif, mais on n'a pas vu d'individu aussi grand. On en a quand même vu, si on essaye de faire la somme des observations de tous les plongeurs, on a dû voir entre 15 et 20 individus. Alors, c'est pas toujours facile quand on se met à l'eau à différents moments de pouvoir dire cet individu-là, on est le premier à le voir, ou alors il y a peut-être 2 palanqués, 2 groupes de plongeurs qui ont vu le même individu. Donc, je dirais que ce que l'on a vu, c'était de l'ordre de 15 à 20 silures, et on a vu quelques brochets qui étaient de taille respectueuse, mais qui n'étaient pas les plus grands brochets que l'on puisse rencontrer. Maintenant, si on les laisse tranquilles, et puis a priori ça devrait être le cas, on pourrait avoir effectivement des individus de taille tout à fait respectable. Voilà. Alors de là à avoir une idée sur le moment où ils ont été introduits, c'est toujours délicat. Je dirais qu'ils sont peut-être là depuis 15-20 ans peut-être. Ouais. Ok. Alors, on a beaucoup de messages de remerciements pour les images. Merci pour ce documentaire. Donc, ça nous touche vraiment beaucoup. Surtout que je répète qu'on l'a fait quasiment sans moyens, quoi. Ou très peu. Tout du monde n'avait absolument pas les moyens de payer qui que ce soit pour faire tout ce qu'on a réalisé. Alors, merci beaucoup pour ce magnifique reportage. Trop court à mon goût. C'était tellement beau. On en aurait bien plus. Donc, voulu plus, j'imagine. Alors, simplement pour vous dire ce que l'on disait à la fin du documentaire,
on a obtenu les autorisations pour faire un suivi de ce que nous avons réalisé. Et à un moment dans le documentaire, Vincent nous parle du point zéro, c'est-à-dire que voilà, on l'a fait une fois, on va recommencer, on va y retourner pour pouvoir affiner également à la fois nos études et puis vous rajouter de l'image. Parce que pour vous dire, très sincèrement, on est intervenu après plusieurs jours de pluie, plusieurs semaines pendant lesquelles le niveau du lac a été baissé, en fait, pour des raisons de travaux sur les berges. Et donc, l'eau a été rehaussée et juste quelques jours avant que nous arrivions, il était descendu quasiment d'1 mètre. Ce qui fait qu'en termes de turbidité, en termes de trouble de l'eau, vous vous êtes rendu compte que parfois, les images n'étaient pas... il manquait un peu de visibilité. Il y avait beaucoup de touille, ce qu'on appelle de la touille chez nous. Mais ce qu'on espère, c'est que par la suite, pouvoir continuer à étudier et à alimenter ce que nous avons débuté à faire par d'autres images. Tu as parlé tout à l'heure de Franck Lebrun, et puis comme le sujet de la qualité du documentaire a été évoqué, voilà, peut-être pas beaucoup de moyens techniques au départ, financiers, parce que mine de rien, mais surtout une équipe et des moyens humains. Je voudrais dire que c'est à cette occasion que j'ai fait connaissance de Franck Lebrun, avec qui j'ai sympathisé. Et vous pouvez voir, vous connaissez votre lac, vous voyez comment il a sublimé la beauté du lieu. C'est un poète de la caméra. Le résultat du montage est absolument fabuleux. Donc voilà, je pense qu'en votre nom à tous, on peut remercier Franck. Je pense qu'il a rendu hommage au parc de la Tête d'Or, voilà, toute cette dimension végétale, aquatique. Et c'est la première fois que je participais à un tel documentaire. J'avais déjà participé à des petites séquences, mais pas aussi importantes que celle-là. Et vraiment, Franck a fait un travail remarquable. Là maintenant. Je sais pas, il est peut-être avec nous là. Il est avec nous. Voilà, je voudrais lui dire encore un coucou amical. Franck, si tu veux intervenir, si tu nous entends, tout va bien là-bas dans le sud sur le voilier? Bonjour Vincent, très très plaisir de te voir. Et bonjour Yves, très plaisir de te voir, t'es si loin Yves. Merci beaucoup pour cette attention, et effectivement ce qui est intéressant c'était surtout les moyens qui ont été mis en œuvre pour filmer, parce qu'on a démarré complètement ce reportage à l'envers, c'est-à-dire qu'on est allé prendre des images et d'un seul coup on s'est dit on va rajouter du texte parce qu'on a vraiment matière. Et il faut savoir que 50% des plans que vous avez vus sur le reportage, c'est des plans qui sont pris avec un iPhone. Et ça, c'est assez intéressant à voir. Il y a Besson qui a décidé de faire une vidéo, un film de 1h30 avec un iPhone. Et en fait, voilà, c'est pas la caméra qui va faire le caméraman. Il y a besoin d'avoir un petit peu d'œil là-dedans. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de cœur. Et le parc a été particulièrement quelque chose qui m'a touché, parce que petit, j'y allais. Donc, je ne veux pas interrompre les questions à tout le monde. Je veux juste demander une question à Vincent, si j'ai le droit à une. Quand j'étais petit, j'allais pêcher au parc de la Tête d'Or et il y avait des poissons-chats. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas plus de poissons-chats. Parce qu'il y a un rapport entre les poissons-chats, les silures et surtout les black bass qui mangent les poissons-chats. Alors, je ne connais pas suffisamment l'historique de l'introduction des poissons, mais effectivement, les poissons-chats auraient pu être victimes. Les black bass, les silures, les brochets sont de sacrés prédateurs. Et il est possible que, malheureusement pour eux, les poissons-chats aient succombé et disparu dans la gueule des gros prédateurs. Alors, on a une question et j'aimerais bien que ce soit Yves Pacalet qui y réponde. Oui. Yves, salut Yves. Bonjour. Ça marche? Oui, ça marche très bien, on t'entend très bien. Merci pour ta présence avec nous. Elle va te plaire la question, et moi aussi, donc je te la donne. Les silures, perches, soleil et tortues de Floride sont-elles considérées comme des nuisibles? Pour moi, il n'y a pas de nuisible. C'est assez clair. On ne peut pas dire que telle ou telle espèce ne soit pas indispensable. Alors évidemment, l'homme brasse les espèces sur la Terre, aussi bien végétales qu'animales. Il n'arrête pas de changer les milieux, il les artificialise. Il prend un poisson sur un continent, il l'emmène sur un autre continent pour s'amuser, pour le voir tourner dans un aquarium, puis au bout d'un moment,
le poisson devient trop grand, il le jette délicatement dans le canal d'à côté et ça change un milieu. Mais on ne sortira pas de l'idée selon laquelle, après avoir tout perturbé, les humains finiront par comprendre que la nature récupérera d'elle-même un certain nombre d'équilibres. Et ces équilibres seront avec les hommes ou sans les hommes. Je n'en sais rien, ça dépend de nous. Mais en tout cas, il y aura des équilibres. Et on a eu des craintes avec des espèces qui sont aussi dites invasives, enfin nuisibles, invasives. Il y a toujours cette sorte de méfiance vis-à-vis du monde extérieur et notamment du monde de la nature. Ces espèces invasives, au bout d'un moment, se mettent à être pas si invasives que ça. On s'aperçoit à l'expérience qu'elles se marient ou en tout cas qu'elles se tolèrent avec les espèces du coin. Alors il y a quelques conflits, parfois ça tourne mal pour une des espèces, d'autres fois bien le conflit arrive à une bonne entente. La nature est globalement plus pacifique que les êtres humains et donc il n'y a pas d'espèces nuisibles. Il y aura un équilibre, il y a un équilibre qui est déjà en train de se constituer. Ça se fait pas sans dégâts ici ou là, mais en tout cas la nature arrive à très bien réparer ce que les hommes ont mis parfois quelques décennies à peine à tout bouleverser. Merci Yves. On a une question qui nous vient aussi. N'hésitez pas dans la salle, je ne sais pas moi, lever le doigt, jeter un t-shirt, un geste, ce que vous voulez. Alors on a une question qui est: comment avez-vous trouvé l'état du lac niveau pollution? Écoutez, on a plutôt l'habitude d'intervenir en Rhône-Saône sur des opérations de nettoyage importants où on remonte énormément de macro-déchets. Dans le cas présent, on a été agréablement surpris. On s'attendait à trouver une pollution importante. Ce n'a pas été le cas. Vraiment très peu de déchets, hein, Vincent, sur ce parc. On espère que c'est dû aussi, on pense que c'est dû au fait que le parc soit fermé la nuit, ce qui empêche également les gestes d'incivisme. Qu'en penses-tu ? Oui, alors il y a deux catégories de déchets. Il y a ce qu'on pourrait appeler les macro-déchets, les canettes, les emballages. Ça, effectivement, on en a vu très très peu et c'est tant mieux parce que déjà pour le plaisir des yeux, voilà, pour la qualité du milieu, c'est bien. Après, il pourrait y avoir une deuxième catégorie de déchets, mais pour lesquels je ne suis pas habilité à répondre. Ce sont les déchets microscopiques, ce sont les pollutions, ce qui peut arriver par l'eau, ce qui peut arriver par l'air. Là, seules des analyses de qualité de l'eau pourraient le dire, mais voilà, pour ce qu'on a vu, c'était quand même très correct. Ok. Alors, avez-vous trouvé des espèces auxquelles vous ne vous attendiez pas? Alors, en ce qui me concerne, j'ai eu la surprise de voir des black bass. Et pour compléter ce qui a été dit précédemment à propos des espèces étrangères, au bout du deuxième jour, je commençais à me faire une idée de l'origine géographique des espèces que nous avons vues, des espèces animales que nous avons vues dans le lac. Les tortues viennent de Floride, les écrevisses de Louisiane. La perche soleil vient d'Amérique du Nord, le black bass également. Le silure actuellement est revenu d'Europe centrale. Il avait été présent en France, mais il y a quelques milliers ou dizaines de milliers d'années, il avait disparu, il est revenu. Les carpes, ces grosses carpes sont asiatiques également. Donc les perches se sont acclimatées chez nous depuis longtemps. Il n'y a que le brochet finalement qui était une espèce, et les ablettes, les petits ablettes. Il n'y a que les brochets et les ablettes qui étaient vraiment des espèces indigènes. Et donc, si on fait le compte, il y avait quand même une majorité d'espèces américaines. Et comme un parallèle a été fait entre le lac du parc de la Tête d'Or et celui de Central Park, je me suis dit, tiens, ce serait amusant d'aller voir si à Central Park, eh bien, ils considèrent qu'il y a des espèces européennes invasives, et donc d'aller voir si on a le bonheur de plonger là-bas, s'il y a effectivement des espèces européennes à Central Park, comme il y a des espèces américaines au parc de la Tête d'Or, dans le lac du parc de la Tête d'Or. Donc finalement, enfin, Yves Paqualet le disait, on est dans une situation de nouveauté, de déséquilibre, de perturbations dues aux activités humaines, mais voilà, les perturbations ont toujours fait partie de l'évolution. L'homme en accélère le processus.
Voilà, on est dans une situation intermédiaire. On reviendra à un nouvel équilibre ultérieurement, mais il faut reconnaître qu'on est ici dans un milieu qui a été créé par l'homme. Donc, voilà, c'est quelque chose qui ne doit pas nous choquer plus que ça. Bon, la surprise, hein, pour répondre, c'était surtout les black bass. Hein, sont ces poissons avec une bande noire que vous avez vu un moment au début du film. Ils étaient relativement farouches et c'est grâce à une caméra apportée par une perche que Franck a réussi à faire les plus belles images. Voilà. Petite particularité, moi ce qui m'intéresse le plus, sont les stratégies adaptatives, comment les animaux se reproduisent, se nourrissent, se défendent. Et j'ai eu l'occasion, le plaisir de revoir des black bats il n'y a pas très longtemps du côté de Anse. Et il y a quelque chose de fabuleux, c'est que les parents gardent autour d'eux le nuage des alevins. Et ça, c'est un plaisir à observer. Voilà. C'est pour ça que c'est une espèce qui a bien réussi. Quand on prend soin de ses petits, quand on prend soin de ses enfants, eh bien, on a une espèce qui a plus de probabilité de réussir. Donc ça, j'espère que nous l'avons gardé en mémoire. Et dans le film, on vous montre aussi le poisson le plus coloré, la perche soleil. Et c'est une perche qui nettoie une zone rocheuse à proximité du rivage. Donc, on peut voir très bien ça. Vous promenez à Miribel, là, vous pouvez le voir en ce moment. Ça nettoie une zone rocheuse. Et puis, les œufs sont produits par la femelle, fécondation ensuite par le mâle, et le mâle garde la ponte. Et voilà, encore une fois, c'est une espèce qui a réussi. Voilà, maintenant tu pourras lire la question. Non, mais j'avais terminé pour cette partie-là. Voilà. Non, mais c'est vrai que ce mélange des espèces venues de tous les coins du monde crée une sorte de milieu unique. Parmi les arbres, je l'ai signalé, le ginkgo vient de Chine et du Japon, le tulipier de Virginie, donc d'Amérique à nouveau, le cyprès chaud vient de Floride. Et pour reprendre la question, est-ce qu'il y a en Amérique du Nord une espèce qui vient d'Europe et qui est considérée comme invasive, pour reprendre le terme que je n'aime pas? Ben oui, par exemple, il y a une espèce qui pousse dans les milieux humides, notamment dans la région lyonnaise, pas seulement, qui est la salicaire. Et la salicaire, qui est une très jolie espèce qu'on voit par-ci par-là chez nous, et qui est en équilibre parfait avec son milieu, est considérée comme invasive en Amérique du Nord, au Québec, au Canada plus largement, et dans l'Est des États-Unis. Donc, l'homme est en train de tout bouleverser, c'est sûr, mais la nature, je crois, avec sa sagesse, faite parfois de bagarres, parfois de moments d'amour, et parfois d'indifférence, eh bien, arrive à tout rétablir. Je pense qu'elle le fera. On peut l'aider en la laissant faire, essentiellement en lui donnant la possibilité d'exercer son droit de rectifier nos erreurs et son droit de remettre de niveau les écosystèmes qu'on a abîmés. Ça, j'ai confiance. Elle le fera si on la laisse faire. Ok, merci. Alors, comme question, on a également quid de ce documentaire? Est-ce qu'on va s'en servir, l'utiliser pour sensibiliser notamment les jeunes générations? Alors, pour vous dire, on intervient depuis 1 an, Odysseus, dans les écoles de la métropole lyonnaise. Et on va vous l'avouer, on s'est servi de plusieurs passages de ce documentaire que nous avons terminé de réaliser il y a quelques temps pour justement déjà s'adresser aux enfants de nos écoles pour leur dire « Regardez, ouvrez les yeux ». Il suffit de s'asseoir au bord de ce lac pour que les rêves dont parle Yves régulièrement se mettent en route. Et pour sensibiliser les enfants, on a déjà commencé avec. Oui. Je regarde si on a d'autres choses. Est-ce que parmi vous, vous avez des questions à nous poser, des interrogations que vous auriez? Madame Mélodie Chaud. Bonjour, déjà merci. Je suis admirative de ce documentaire, de tout ce que vous faites. Ceci dit, j'avais une question justement par rapport à préservation de la nature. C'est marqué ici. Hein. Donc, je pense que c'est l'objet de votre association. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire pour préserver la nature, outre les recherches, l'observation de la faune et la flore? Alors, ok, je répète. D'accord, je répète pour les personnes, parce que vous savez qu'on a à peu près 140, 150 personnes en ligne. C'est fou, c'est juste fou, merci. Alors, je répète à haute voix ce qui a été dit. Donc, nous avons Madame Mélodie Chaud qui nous demande qu'allons-nous faire, quid de la suite pour contribuer à préserver la nature. En fait, pour nous, on s'aperçoit que
on se rend compte que l'homme aime à défendre ce qu'il aime, Et l'une des manières que nous avons, nous, pour protéger, pour préserver la nature, est justement d'en mettre encore de belles images, parce qu'il y a encore de belles images du monde à protéger. Bien évidemment que si on se base sur le plan de la réalité, il y a de quoi être inquiet. On ne veut pas jouer au concours de la photo la plus sordide, hélas, qui peut exister du monde tel qu'il est. Notre manière à nous également, en dehors des photos du monde tel qu'il est, c'est d'amener de belles images pour redonner envie d'aimer aux gens le monde dans lequel il est, pour leur donner l'envie de le protéger. C'est ça, Vincent, hein? Oui. On peut bien dire. Après, donc nous, les citoyens, nous appartenons à la catégorie des citoyens qui observent, qui peuvent témoigner. Vous êtes des citoyens également avec qui on a plaisir à partager ces images. Et après, ce sont les gestionnaires, ce sont les politiques, ce sont les élus qui vont prendre les décisions de préservation. Mais je pense que l'ensemble de ce que l'on pourra leur apporter devrait peser sur les décisions à venir. Le travail qui est fait auprès des scolaires est important aussi. Donc, concrètement, c'est pas nous qui pouvons prendre les décisions par rapport à la gestion précise de tel ou tel milieu, mais j'ai l'utopie de penser que si on remonte de belles images, les gens vont se dire, bah, après tout, un plan d'eau, ce n'est pas qu'une surface. C'est pas seulement un endroit où on va faire des ricochets. C'est un lieu de vie. C'est un lieu où voilà, il y a une biodiversité. C'est un mot qui est devenu à la mode. Ça, c'est terrible. Moins on l'a respecté, au plus le mot est devenu à la mode. Et voilà, on peut espérer qu'on portera un autre regard. Tout ce qui a été fait également avec la pêche des trottinettes, des vélos dans le Rhône, dans la Saône, devrait faire réfléchir certains qui appartiennent à des générations qui sont censées avoir un regard un peu, enfin, des envies plus importantes. Donc voilà, on aimerait dire, bon, voilà, vous avez des jeux, c'est bien, mais essayez de trouver d'autres jeux peut-être plus intelligents que de balancer ça à l'eau, parce que voilà, c'est pas très malin, et voilà, pour les milieux, c'est pas une bonne idée. Donc oui, c'est vrai qu'on se sert de ce type de documentaire pour alerter, préserver, sensibiliser. Nous avons récemment acquis des moyens pour emmener toujours les générations futures dans leur milieu aquatique, que ce soit sur la Saône et sur le Rhône, avec un patrouilleur écologique. On va aller rencontrer les Lyonnais simplement pour mettre une caméra. On va aller tous les week-ends à Quai, au centre de Lyon, et on va mettre une caméra avec un écran, simplement pour que les Lyonnais se rendent compte de ce qu'il y a dessous, et qu'il y a beaucoup de choses à préserver, à observer, et on espère que ces images et nos moyens, nos modes d'exploration arriveront à planter la graine, humblement, à notre manière. C'est notre manière d'agir. Voilà. Donner en exemple le parc de la Tête d'Or, ça me paraît essentiel. On a jusqu'à maintenant, nous les hommes, artificialisé la terre, notamment dans les villes. Tout est bétonné, tout est macadamisé, et on s'aperçoit que c'est une erreur monumentale parce que ça accroît la rapidité avec laquelle le climat se réchauffe, la terre se réchauffe, et ça pose des problèmes avec l'eau qui soit manque, soit se déverse lorsqu'il y a des gros orages brutalement dans les villes et cause des catastrophes. Si on arrive à redonner aux fleuves leur rôle dans les villes, y compris dans les villes, et peut-être surtout dans les villes, je pense qu'on trouvera le moyen de désartificialiser plus rapidement ce qu'on a artificialisé beaucoup trop vite et à nos dépens. Et considérer le cycle de l'eau, par exemple, comme quelque chose d'essentiel quand on a un projet de cité, un projet d'aménagement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore, qu'on doit faire. Et les exemples de lacs au milieu des villes nous montrent qu'on pourrait faire beaucoup mieux dans ce domaine-là, laisser l'eau beaucoup plus libre, laisser évidemment la biodiversité, puisqu'on en parle, beaucoup plus libre, pour repeupler cette eau libre dans les villes. Et je pense que ça serait au grand bénéfice des citoyens. Et je crois fermement que c'est dans la tête des décideurs, mais aussi de chaque citoyen, que cette idée-là doit s'installer. Oui, alors, moi je vais me permettre une question donc au réalisateur Franck Lebrun.
au tout début de cette opération, quand nous avons échangé avec Monsieur Lebrun, il m'a clairement dit, amateur de grands espaces, de mer, et il m'a dit, pas de cascade, si on en fait 2 minutes. Et donc, cette question peau de banane à mon ami. Franck, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pendant ces 2 jours et 1 nuit pour que de 2 minutes, tu te dises, eh ben oui, c'est tellement beau que je vais en faire un 25 minutes. Eh bien, ma question alors. Plusieurs choses. Hein. C'est bien entendu pas juste la nature, mais bien sûr qu'il y a eu la nature à ce moment là-bas. De commencer à se retrouver aussi proche de la ville, parce que moi j'y suis vraiment proche de la ville, et de pouvoir jouer avec la nature. Approche-toi du micro, Franck, s'il te plaît. Je ne m'approche pas de quoi? Du micro. Se rapprocher. Le micro il est là. Il va pas? Vas-y, vas-y. Oui, il va pas. Plus fort, il faudra. Plus fort. D'accord, alors je vais parler un peu plus fort. Ça va aller comme ça ou pas? Là, c'est beaucoup mieux. Parfait. Donc, ce qui est intéressant, c'est au-delà d'aller découvrir ces espèces et la faune, la flore qui est très riche quand même dans le parc de la Tête d'Or. C'était le fait que ce soit un parc qui est proche, bien sûr, de la ville. C'est plein centre-ville. C'est ça qui était intéressant pour moi. Mais au-delà de ça, bien sûr, c'est les rencontres. C'est-à-dire que Yves, je l'avais déjà rencontré, mais dans la montagne, en pleine neige, en train d'aller plonger sous la glace, on a pu se découvrir là-bas. C'était top. Et en fait, de l'écouter sur d'autres sujets, ça marche quand même quand je parle? Oui. Ça marche ou pas? C'est nul. Ouais. Un coup sur 2, tu ne veux pas le mettre devant la bouche, le micro? Il n'y a pas de micro devant la bouche, autrement. Je vais changer de micro. Okay. Alors, pendant que tu fais ton ajustement technique, alors on nous demande, pourra-t-on revoir ce documentaire? Dès demain, il sera en ligne sur YouTube. Donc, n'hésitez pas demain, si vous souhaitez le transmettre à des amis, avec qui vous voulez, vous pourrez le faire. Avec grand plaisir. Il y a d'autres questions, j'en vois là, il y en a un paquet d'ailleurs. Il y a un pêcheur qui est intervenu pour nous dire qu'il avait eu l'occasion de voir une majorité de silures entre 1,20 m et 1,40 m, donc voilà, quand j'estime à peu près la longueur de la table, et 2 individus faisant plus de 2 mètres ou 2 mètres à peu près. Ok. Et sinon, on nous demande si l'eau du lac est en correspondance avec le Rhône, et il y a effectivement des entrées d'eau qui viennent du Rhône en permanence, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'on a introduit, il y avait une question aussi, est-ce qu'on a introduit des espèces? Alors, je ne sais pas qui est le « on », mais c'est pas nous, ça c'est clair, c'est pas nous, et il semblerait que des pêcheurs aient pu introduire parfois des espèces, mais récemment, non. J'ai oublié de citer des moules qui viennent également d'Amérique, des petites moules zébrées qui viennent d'Amérique, et là, elles arrivent par leurs propres moyens, avec l'aide des oiseaux. Voilà. Ok. Franck, du coup, est-ce que tu es équipé maintenant? Franck, tu devrais être réalisateur de documentaire. Je pense que techniquement. Non, on t'entend pas, Franck. C'est un geste de plongeur aussi, on en a plein. Là, il commence à s'énerver. Non, là, il nous a demandé 2 minutes. Dans les paramètres, Vas-y, il y a d'autres questions. D'autres questions. Ça y est, il est là. Oui. Voilà. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Franck Lebrun, réalisateur donc, du documentaire de 25 minutes. Allez, on arrête. Donc, je vais répéter depuis le début rapidement, comme ça on remet tout dans l'ordre. Je trouve qu'il y avait énormément de choses intéressantes en faune, en flore, à découvrir, à filmer, à voir dans le parc. Mais ce qui m'a décidé à aller un peu plus loin, c'est d'abord les rencontres. Au-delà de ça, à côté de ça, bien sûr que c'était le fait que ce parc soit aussi proche de la ville. Et en fait, moi, je filme des choses qui sont loin de la ville. Et là, on s'approche quand même de choses qui sont plus spécifiques, auxquelles je connais pas, je savais pas. On ne fait pas attention quand on habite à Lyon. On voit 3 pigeons et 2 platanes, mais on fait plus attention en fait. Alors qu'il y a plein de choses qui sont présentes, donc d'autant plus dans un parc comme celui-ci. Mais au-delà de ça, j'ai eu la chance
de retrouver mes camarades comme Yves Pacalet que j'avais rencontré ailleurs, dans la montagne perdue dans la neige. Mais ça a été toutes les rencontres qu'on a fait. Ça a été Dominique Fernandez, ça a été M. Magalon, ça a été plus que ce que je pensais. Mais c'est aussi dans cette décision de pouvoir aller faire un peu plus loin le documentaire, d'autres rencontres qui sont arrivées. Et voilà, même si on fait que parler de la nature et de l'homme et la nature, l'homme aussi avait sa place dans tout ça parce qu'il y a plein de rencontres. C'est de l'amour pour la nature, mais aussi de l'amour pour l'homme. C'est Jordan Toponas, c'est Anthony Forveille qu'on puisse rebosser ensemble là-dessus. C'est de passer du temps avec mon ami Lionel Harard et bien entendu la découverte de Vincent, parce que Vincent, je l'ai rencontré là-bas. Donc tout ça, c'était quand même riche de mutualiser toutes ces compétences et toutes ces connaissances. Et voilà ce qui en est sorti d'aller plus loin, quoi. C'est clair ce que j'ai dit? C'était très bien. Franchement, je suis convaincu. Est-ce que vous avez des questions à vous dans la salle? N'hésitez pas, hein, on est en mode. Ok. Tu peux sur le côté peut-être. Le côté, je continue. Alors, bravo. On a énormément de bravo et on vous dit même pas. Ah, Morissette. Morissette, on vous écoute. Voilà, je voulais demander l'origine d'Odysseus, c'est pourquoi 3.1 et est-ce que c'est privé ou ça fait partie? Alors, pourquoi Odysseus et 3.1? On va vous révéler notre secret, Morissette. En fait, Odysseus 3.1, Odysseus, c'était le nom du vaisseau spatial dans le dessin animé Ulysse 31. Je ne sais pas qui a eu cette idée. Et du coup, 3.1, on s'est dit que ça faisait 3.1, nouvelle génération. Et voilà, c'est l'histoire d'un homme qui part, qui voyage. Et c'est vrai que pour nous, le voyage, qu'il soit, je dirais, physique ou plus spirituel ou autre, et les valeurs que nous portons. Et le voyage, comme je l'ai dit en préambule, il peut commencer n'importe où. Quand vous allez partir tout à l'heure, regardez le platane ou les pigeons dont parlait Franck, et puis essayez de les suivre et on sera tous compris. Voilà. Merci Morissette. Ça vous va comme réponse ou... Si je peux dire un mot sur Odysseus, pour moi évidemment Odysseus c'est le nom de l'Odyssée, celle d'Ulysse bien sûr, mais aussi celle du commandant Cousteau, à laquelle j'ai participé pendant des années. Et je remercie Lionel de m'avoir associé à cette nouvelle aventure qui a à peu près le même nom, Odyssée sous-marine du commandant Cousteau, l'Odysseus, la série, je ne sais pas quel nom elle aura, mais il y en aura un. En tout cas, ça commence pas mal aussi avec ce film sur la tête d'or, le lac et le trésor du lac de la tête d'or. Ça me rappelle l'une de ces missions Cousteau qu'on avait faites dans les Andes, dans le lac Titicaca, où nous avions essayé, enfin on savait qu'on ne le trouverait pas, c'est finalement ce qui était arrivé, on avait essayé de retrouver le fameux trésor des Incas, l'or des Incas, qui aurait été immergé dans le lac Titicaca, de la même façon que le trésor de la tête d'or aurait été immergé dans ce lac. Et donc il y a là aussi une parenté directe, et voilà, c'est une bonne introduction dans une série de films qui ressemblera, tout en étant indépendante, à celle que Cousteau aurait pu lancer il y a des années maintenant. Merci Yves. Il ne manquait plus que l'histoire du trésor des Incas pour que je passe une bonne nuit ce soir. Parmi les interventions intéressantes, il y en a une de quelqu'un qui travaille au parc. Vous la lisez peut-être si vous n'êtes pas trop loin de l'écran. Et tout est mis en œuvre concernant concernant la biodiversité, les différentes méthodes de travail en adéquation avec la nature. On aurait peut-être dû le dire nous-mêmes. C'est vrai qu'on a, enfin voilà. Je ne suis pas habilité non plus à juger du travail qui est fait, mais je trouve que le parc est remarquablement bien géré. Et on voit que des zones sont régulièrement mises en jachère pour permettre à une certaine flore, aux insectes, à la faune également, de se développer en repos et de ne pas se faire raccourcir quand la pelouse est tondue. Pendant la période de confinement, il y a eu un retour de la nature et ensuite on a permis aux oiseaux qui avaient niché sur les berges de continuer à nicher en les protégeant du public. Quand vous promenez
proximité des extrémités du parc. Vous voyez qu'il y a des zones où il y a des barrières qui sont mises, voilà, pour permettre de garder des petits espaces sauvages. Donc, effectivement, tout est remarquablement bien fait. Moi, je me suis parfois, il faudrait que j'en parle avec les gestionnaires peut-être. Il y a juste un truc qui me gêne un peu, c'est les variations du niveau de l'eau. Voilà, je plonge beaucoup plus en mer qu'en eau douce, mais quand j'ai fait des plongées en lac, j'ai remarqué qu'un lac naturel dont le niveau est toujours le même, c'est très très bien parce qu'il y a une végétation qui se développe sur les berges et cette végétation est super importante pour des invertébrés, pour des larves d'insectes qui vont nourrir les petits poissons, ça va être des refuges pour les petits poissons. Voilà, ça c'est super bien. Par contre, quand il y a un lac de barrage avec des niveaux qui varient et peut-être dans le lac de la Tête d'Or, mais bon, s'il y a des interventions qui doivent être faites pour l'entretien des berges, donc là c'est indispensable. Mais quand il y a des variations du niveau, ça c'est un peu plus compliqué. Il y avait une question tout à l'heure sur la flore. Je ne sais pas si c'est la flore subaquatique ou la flore aérienne. En ce qui concerne la flore subaquatique, c'est vraiment au niveau des berges qu'on peut la voir. Vous avez eu des myriophiles, voilà, il y a des élodées, des myriophiles, ces petites plantes-là, mais il n'y a pas de grandes prairies subaquatiques. Et quelqu'un posait une question sur le fond. Le fond n'est pas très profond, hein, vraiment. Et dans ce type de milieu, ce que l'on observe très souvent, c'est une sédimentation. Toutes les feuilles mortes qui tombent, toutes les particules qui peuvent arriver par le Rhône, les petites particules minérales ou organiques. Eh bien, quand l'eau se calme, tout ça, ça tombe sur le fond et ça fait une belle épaisseur de vase qui, pour nous, ne présente pas un grand intérêt, quoi. On verra de temps en temps quelques bivalves, j'ai oublié de vous les citer aussi, des grosses moules d'eau douce. Il y a des petites moules zébrées étrangères, mais on a des moules d'eau douce indigènes. Donc, elles peuvent se satisfaire de la vase. Les écrevisses vont se balader là, mais sinon, on voit pas grand chose. Les poissons préfèrent les berges. Donc voilà, c'était pas l'endroit le plus intéressant. Voilà, donc il n'y a pas une grande profondeur, mais aussi bien, c'est pas la profondeur qui compte. On se promène essentiellement, enfin, on parle de promenade subaquatique, on se promène essentiellement au niveau des berges. Voilà. Alors on a une question aussi qui est, mais où est donc la Tête d'Or au final? Dans le fond du lac. Alors, est-ce qu'on peut leur dire? On a trouvé la Tête d'Or. Par contre, on l'a redéposée à un autre endroit pour laisser les autres à leur tour la chercher. C'est ça, hein? Voilà. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et on peut absolument pas vous dire où elle est située. Voilà. Une question? Il vaut mieux pas trouver trop de trésors. Pour la petite anecdote, au cours d'une plongée biologique en mer du Nord, j'emmenais un plongeur à qui je faisais découvrir les richesses de la mer du Nord. Et à un moment, on a trouvé une grosse pièce en argent au fond. On a trouvé une deuxième, on en a trouvé une troisième. Et ben, c'est très difficile de faire de la biologie après. On se demande où est le coffre, on se demande où est le trésor. Alors, c'était les très grosses pièces en argent qu'on trouvait autrefois à Hercule. Et même pour un biologiste, quand on commence à trouver des pièces, ça devient franchement perturbant, quoi. Bon, voilà. Je suis en train de penser à un jeu la prochaine fois où tu vas plonger et moi je suis sur le bateau. Acheter les pièces. Ouais. Alors, avez-vous d'autres films prévus sur d'autres sujets et si oui, lesquels? Alors, c'est vrai qu'en préambule, on vous a parlé de rêves, de projets que nous avions. Et si on a les moyens de le faire et on trouvera les moyens, on fera tout parce que c'est le jeu aussi. Oui, on a d'autres thématiques qui nous tiennent à cœur, d'autres histoires mythiques à mélanger avec nos aventures. On a surtout, dans le prolongement de cette opération, aller à Central Park, vous l'avez compris, pour réaliser les mêmes choses. À Central Park, les lacs sont plus profonds. On arrive sur entre 14 et 16 mètres de profondeur sur le Jackie Kennedy Onassis Reservoir, qui fait à peu près aussi 3 fois la surface. On a beaucoup d'histoires un petit peu extraordinaires qui vont nous mener de la source du Rhône, le lac glaciaire de la source du Rhône, à l'île de Rhodes. On a d'autres histoires sur le passage mythique d'Hannibal. Hannibal ayant traversé les Alpes avec ses éléphants, par où est-il passé? Figurez-vous qu'on est sur ces traces, nous, et on a quelques directions qui nous ont été données par plusieurs scientifiques.